Voilà, quelques idées pour cette présentation. Bah, d'abord, vous rappeler ou vous faire découvrir pour certains ce qu'est une exposition universelle, parce que c'est un concept en soi qui n'est pas forcément évident. Ensuite, un zoom sur la façon dont l'expo va se dérouler. Alors, vous savez sans doute beaucoup de choses puisque vous êtes sur place, mais malgré tout, il y a des éléments de contexte qui vous manquent sûrement. Vous dire aussi donc, comment nous y préparons. Et puis vous dire un petit mot sur le fond des sujets, notamment le fait qu'on a commencé à travailler sur le contenu même des présentations. Alors, l'exposition universelle, c'est effectivement un objet assez curieux qui remonte au milieu du 19e siècle. La première s'est tenue à Londres. On en a hérité quelque chose qui s'appelle le Crystal Palace, pour ceux qui connaissent Londres, même si celui qui existe aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec celui de 1850. La suivante a été à Paris en 1855. Et puis on a pris au fil du temps l'habitude d'organiser régulièrement. Alors au début c'était une périodicité un peu flottante, maintenant c'est très établi par une organisation vénérable qui s'appelle le Bureau international des expositions, qui est à Paris d'ailleurs, qui est une organisation internationale installée à Paris depuis 1928. Qui donc tous les 5 ans prépare et organise des expositions universelles, sachant dans l'intervalle de ces 5 années, il y a généralement ce qu'on appelle des expositions internationales ou spécialisées qui sont de plus petits formats. Vous avez peut-être lu dans la presse d'ailleurs ces derniers jours que la prochaine, après Dubaï, exposition universelle donc, a été attribuée vendredi dernier à Osaka pour donc, l'exposition universelle 2025. Donc, la particularité de l'Expo universelle, c'est dès le départ, si on prend son histoire, c'est un événement qui est fondé sur l'idée qu'on peut mettre au même moment l'ensemble des gens qui dans le monde, alors en 1850 c'était pas le même périmètre qu'aujourd'hui, mais c'était le monde de la révolution industrielle, l'ensemble des gens qui contribuent à l'innovation sur un sujet. Comme vous l'avez vu, vous connaissez le thème de celle de Dubaï, on y reviendra. La précédente avait strictement rien à voir, celle de Milan en 2015, c'était sur l'alimentation, donc peu de points communs. En tout cas, un thème qui change tous les 5 ans, et l'idée de dire on va être collectivement plus intelligent, plus innovant si, pendant 6 mois, et sous des formes différentes, on met en commun tout ce qui est plus innovant sur ce sujet-là. Donc effectivement, c'est un événement mondial, comme les JO, comme la Coupe du Monde, comme d'autres choses. Il a 2 caractéristiques, il est très long, parce que 6 mois... j'imagine que certains d'entre vous organisent ou contribuent à des salons professionnels ou à d'autres événements de nature un peu similaire. Une semaine, c'est déjà très très long pour ce genre d'événement. Là, donc, imaginez 24 semaines consécutives. C'est évidemment un événement de masse. Je ne sais plus si je l'écris après, mais en tout cas, je vais vous le dire. On est sur des événements qui, pour les moins réussis, sont autour d'une vingtaine de millions de visiteurs. Pour les plus réussis, et évidemment la référence en la matière c'est Shanghai en 2010, on est autour d'une 60aine de millions de visiteurs. Donc on est sur des ampleurs qui effectivement sont assez exceptionnelles. Donc l'idée, comme je vous le disais, là vous avez des images de l'exposition de 1889, c'est quelques traces dans le paysage parisien. Partage d'idées, lancement de projets, présentation d'innovations. Avec l'idée de dire, on est vraiment dans la philosophie optimiste du 19e siècle, et tout ça, ça contribue au progrès humain. Alors, quelques chiffres, quelques dates sur les expos récentes. Comme je vous le disais, on a dans la période récente, on a à la fois les expositions les plus réussies et les plus ratées. Et pour une raison qui vous apparaîtra peut-être à la lecture des villes où ont eu lieu ces expositions, c'est qu'une exposition universelle, c'est un événement pertinent pour une économie émergente. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard si au XIXe siècle, on organisait des expositions universelles en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, parce que précisément, à cette époque-là, les économies émergentes, c'était celle-là. Comme vous le voyez là, les 2 dernières expositions européennes, notamment, ont été plutôt des échecs. Hanovre, 18 millions de visiteurs, Milan, 22 millions de visiteurs, on était d'ailleurs plus proche de 21 que de 22. Donc, manifestement, pas un événement adapté à un pays déjà arrivé à maturité économique. Et le meilleur exemple pour moi, c'est ce qui pourrait apparaître comme un contre-exemple, c'est Séville. Séville en 92, un énorme succès à l'échelle européenne, parce que 41 millions de visiteurs, c'était un peu plus que la population espagnole de l'époque, simplement parce qu'on est moins de 10 ans
après l'entrée de l'Espagne dans ce qui était à l'époque la communauté européenne. Et pour ceux qui ont connu l'Espagne des années 90, ça demeurait un pays émergent. Et ce qui explique en grande partie le succès de Séville. A l'inverse, on voit bien que Shanghai, même pris en compte la dimension de la Chine qui fait que tout est forcément exceptionnel, on a un succès manifeste avec 64 millions de visiteurs. En ce sens, alors je sais qu'on spécule beaucoup sur les prévisions de visiteurs à l'exposition de 2020, puisque le chiffre officiel c'est 25 millions. On a entendu dire qu'il y aurait plus, qu'il y aurait moins, enfin ça dépend beaucoup. Moi je pense qu'en tout cas, compte tenu de ce que je viens de dire là, on est sur un événement qui est particulièrement adapté à un contexte comme le contexte de l'économie émirienne en général et de Dubaï en particulier. Donc les chiffres qui ne sont pas forcément en plus très surévalués sont plutôt réalistes. Raté. Alors quand même, puisqu'on aime bien les symboles, les derniers pavillons de la France dans ces expositions universelles. Alors là, vous avez un peu de tout. Vous avez une copie d'un centre de tri de la Poste à Hanovre en 2000, assez réussi. Je pense que ce n'était pas volontaire, mais en tout cas, c'est très réussi comme copie d'un centre de tri. Et surtout que vous avez le logo de la Poste allemande derrière, donc vraiment la démarque était flagrante. Après, comme vous le voyez, des architectures assez différentes. Séville, Shanghai, Milan, vous voyez des choses, là encore, d'inspiration très différentes. Une vraie différence pour le coup entre Séville, Shanghai d'un côté et Milan de l'autre, c'est la pérennité du bâtiment. Dans le cas de Séville, la demande des Espagnols était de garder pour l'essentiel les bâtiments de l'Expo de 92. Et donc d'ailleurs, faute d'un usage vraiment pérenne, ils pourrissent gentiment au bord du... c'est quoi? C'est le Guadalquivir, je pense, à Séville, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas forcément une réussite. Shanghai, en partie, les pavillons sont restés sur place. Le pavillon de la France est devenu un musée. On est aujourd'hui sur une orientation qui est plutôt fidèle à l'esprit des expositions universelles de bâtiments temporaires. C'est le cas du pavillon de Milan, qui était une très très belle réussite d'architecture en bois, qui a été monté et démonté comme un mécano lors de l'exposition de Milan, qui en théorie doit être réutilisé dans une des zones du Grand Paris. Là, le point n'est pas encore totalement réglé, mais en tout cas, c'est dans les cartons. Alors, au fond, quel est notre objectif quand on prépare une exposition universelle? En tout cas, c'est la mission qu'on nous a assignée. C'est déjà d'être en cohérence avec la forme même de l'événement. Donc l'événement, son caractère global, son événement à grande échelle, le fait qu'on croise effectivement, et c'est ce que disait très bien Agnès, des enjeux de business, des enjeux de recherche scientifique, des enjeux de rayonnement culturel, des enjeux éducatifs. Et au fond, c'est le mélange un peu de tout ça qui fait la spécificité d'une expo universelle. On peut mettre l'accent plutôt sur l'un, plutôt sur l'autre. Les expositions universelles les plus réussies sont celles justement qui ont réussi à trouver un bon équilibre entre ces différentes dimensions, parce que précisément c'est ça qui fait l'innovation, et c'est ça qui fait le dynamisme de l'innovation, c'est la capacité à cumuler l'ensemble de ces critères. Donc ce qu'on appelle la vision à 360 degrés de l'innovation. Deuxième sujet, deuxième priorité, c'est évidemment le fait d'en faire une vitrine. Alors la vitrine, j'allais dire, la deuxième thématique, celle de l'art de vivre à la française, c'est évidemment une tarte à la crème, mais une tarte à la crème malgré tout incontournable et qui pour le coup a une vraie signification. C'est vrai qu'on peut regretter d'être moins connu que l'Allemagne pour nos machines-outils. Il se trouve que quand il s'agit d'avoir une vie dont on peut penser qu'elle est un peu plus agréable, on se tourne plus vers la gastronomie française que vers la gastronomie allemande. C'est un fait. Utilisons-le comme un atout pour le reste. Le but, évidemment, étant pas de conforter les clichés, mais plutôt de s'en servir pour justement aller vers une vraie présentation de nos atouts, et nos atouts, justement, qui soient technologiques, qui soient autour de l'innovation, qui soient autour de la capacité des entreprises françaises à porter des projets sur cette thématique en plus des territoires et des villes connectées. On sent qu'il y a un vrai potentiel de ce côté-là, et c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors, quelques mots sur l'expo de Dubaï, mais je vais passer rapidement et on pourra peut-être revenir au moment des questions puisque vous connaissez assez largement le sujet.
On a la quasi-totalité des pays de la planète qui vont être présents. On nous disait ce matin, donc on a aujourd'hui et demain la réunion de tous les pays participants à l'exposition. Donc on était à peu près 180 pays dans une grande salle aujourd'hui pour en discuter. Là-dessus, 120, je crois, nous annonçait Rimel Hachimi ce matin, ont signé en dur leur contrat de participation. Les autres sont en cours de négociation. Petite particularité par rapport aux expos précédentes, c'est évidemment l'origine du public. C'est pour ça que je vous ai mis, même si ce n'est pas forcément le bon point de comparaison, l'origine des touristes à Dubaï et aux Émirats en général. Les expos précédentes, celles que vous avez vues de Shanghai, de Milan, étaient des expos universelles par leur thème, mais moins par leur public. Les 64 millions de visiteurs de Shanghai étaient comme à 90% chinois. Les 21 et quelques millions de visiteurs de Milan étaient à 40% italiens, 20% français, donc ça restait quand même du très local. C'est moins vrai d'ailleurs pour le coup Séville, en revanche c'était une vraie exposition universelle. Là, pour le coup, et c'est sans doute la première fois depuis Séville, on a une expo dans laquelle les visiteurs locaux résidant aux Émirats seront très largement minoritaires par rapport à l'ensemble des visiteurs. Et pour le coup, c'est vraiment totalement conforme à l'esprit des expos universelles, puisque on voit par exemple qu'en termes de prévision de visite, clairement l'Inde est largement en tête devant même les Émirats en termes de nombre de visiteurs. Ce qui est également intéressant, et on voit ça au fur et à mesure que l'autorité du tourisme de Dubaï et le bureau de l'expo affinent leurs prévisions, on voit monter de nouvelles catégories de visiteurs qui n'étaient pas forcément anticipées au départ du projet, mais qui prennent de l'importance. Typiquement, alors certes, les Chinois sont nombreux parmi les visiteurs à Dubaï, ils n'étaient pas forcément anticipés comme étant dans le top 3 des visiteurs de l'expo. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à ressortir. On voit très clairement qu'il y aura sans doute beaucoup plus de touristes chinois qu'anticipés. De la même façon, tout ce qui est Russie, tout ce qui est Asie centrale, qu'on voit un peu dans les fonds du classement aujourd'hui, là aussi, on voit dans les dernières prévisions le fait qu'ils seront sans doute plus nombreux que prévu. Donc on est globalement sur un très gros tiers de visiteurs asiatiques, un tiers conséquent de visiteurs de l'ensemble de la région Proche et Moyen-Orient, et puis un petit tiers de tous les autres, africains, européens, océaniens, pour l'expo. Alors la thématique de l'expo, comme je vous le disais, une des particularités de l'expo universelle, c'est que le thème change, qu'il peut être très très différent. À chaque fois, malgré tout, il y a quand même, on voit ressortir quelques constantes, puisqu'on parle d'innovation. Évidemment, depuis 2-3 expos universelles, si on coche les cases digital, innovation, collaboratif, connecté, on ne se trompe pas trop. Qu'on l'applique à l'alimentation, qu'on l'applique au développement urbain ou à d'autres sujets, on va les retrouver. C'est évidemment le cas de la thématique que vous connaissez par cœur, du connecter les esprits, construire le futur, qui est pour le coup un vrai sujet et c'est aussi pour ça qu'on y consacre autant d'énergie côté français, c'est de se dire, cette thématique qui est déclinée avec les 3 sous-thèmes que vous connaissez là aussi, opportunité, mobilité, durabilité, on est pile dans une des zones de force et de compétences des entreprises et de l'économie française. Comme je vous le disais tout à l'heure, la thématique aurait été le futur de la machine-outil. Je pense qu'on aurait eu plus de mal à présenter quelque chose de performant. Il se trouve que tout ce qui concerne les services urbains en général, les services liés à une dimension territoriale, on a historiquement, et ce n'est pas nouveau, une vraie spécificité française qui fait qu'on a un certain nombre d'acteurs que vous connaissez, dont vous êtes peut-être les salariés aujourd'hui, qui sont extrêmement présents sur toute la planète et qui ont la capacité à offrir une vision, une conception de ces services urbains qui a une réelle valeur ajoutée, et je dirais a fortiori pour gérer des modèles urbains complexes. On est dans une zone, et si on s'en éloigne un peu en allant vers l'Est, où la bonne taille d'une agglomération aujourd'hui, c'est 10, 15, 20, voire au-delà millions d'habitants. Il est clair qu'un modèle qui a été testé et robuste sur une agglomération de 5 ou 10 millions d'habitants, il l'est a fortiori pour gérer une agglomération plus complexe. Le choix qu'on a fait côté français, et j'anticipe un peu la suite de l'exposé, c'est de choisir parmi ces thèmes le thème de la mobilité.
On l'a fait pour plusieurs raisons. Il y a une raison qui est qu'effectivement ça correspond aussi largement au point de force de nos entreprises. Il se trouve qu'on parle de transport collectif, de transport individuel, de transport urbain ou pas urbain, on a des entreprises françaises qui sont effectivement parmi les leaders mondiaux, plus que dans d'autres secteurs. Et puis au-delà de ça, je disais, il y a cette question de la vision du développement urbain, et aujourd'hui on le voit bien dans tous les projets de Smart City, pour employer des termes qu'on évite d'employer, sont beaucoup tirés par les projets de mobilité, parce que ce qui fait évoluer les villes, c'est la capacité à résoudre les problèmes qu'elles rencontrent. Et les problèmes que rencontre une méga agglomération, souvent en règle générale, ils se concentrent sur quelques sujets. Il y a l'accès à l'eau, il y a le transport, parfois l'accès à l'énergie, le traitement des déchets. On voit bien qu'on est sur quelques sujets très très précis. Il se trouve que le sujet de la mobilité, il a une vertu, c'est qu'on parle de réseau, qu'on parle de moyens de transport, qu'on parle de services de transport, on est toujours, ou de mobilité, on est toujours sur cette notion de la mobilité. C'est pour ça qu'on a fait le choix plutôt de se raccrocher à celui-là. Pour prendre des exemples de pays voisins de la France, la Grande-Bretagne va plutôt être dans le thème opportunité, l'Allemagne côté durabilité, donc il n'y a pas de... en revanche, côté mobilité, on est voisins de l'Australie, donc voilà, les pays se sont à peu près répartis de toute façon sur l'ensemble des thématiques. Alors, le site de l'expo, vous le connaissez sans doute assez largement. Je vais voir si le pointeur fonctionne. Hop, voilà, donc vous avez la ligne de métro en construction qui dessert donc l'aéroport Al Maktoum, avec la station de métro qui sera donc la plus importante station de cette ligne. Cette partie-là qui est plutôt la zone logistique au sens large, puisque notamment les logements des pays participants, plus l'inévitable shopping mall et un certain nombre de zones de logistique. On a ensuite toute une partie là aussi un peu collective, j'allais dire, autour de la gare, avec notamment un centre de conférence assez important. Et puis on se retrouve avec notre exposition organisée donc autour des fameux 3 pétales, des 3 sous-thèmes, autour du pavillon central de l'exposition et du pavillon des Émirats. Donc on est sur une zone qui, prise au sens large, fait à peu près 500 hectares. La zone utile d'exposition, elle est autour de 350 hectares pour accueillir donc les fameux 180 pays participants. L'ensemble étant rythmé donc à la fois par 3 pavillons thématiques liés aux thématiques de l'opportunité, de la durabilité et de la mobilité au sein de chacun de ces pétales, et puis ensuite l'ensemble des pavillons des pays participants qui complètent le tour du pétale. On a 2 types en fait de pays participants, ceux qui ont les moyens de construire un pavillon, c'est notre cas, donc on met à notre disposition un terrain, là en l'occurrence vous voyez on a 4700 m² de terrain, et à nous, en fonction d'un certain nombre de prescriptions, de définir ce qu'on veut faire en termes de bâtiment, évidemment de contenu, et de le construire. Notamment pour les pays en développement, on est plutôt sur une logique de pavillon collectif, dans lequel les organisateurs, le bureau de l'expo, vont construire des pavillons un peu standards, dans lequel le rôle de chacun des pays, ce sera d'aménager l'intérieur de ce pavillon. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller sur le site, les infrastructures sont quasiment terminées, la partie en dur des bâtiments qui vont demeurer permanents, donc essentiellement les fameux pavillons thématiques, j'ai dû faire une bêtise. Hop. Bon, je ne peux pas revenir en arrière. Ah si. Hop, on va y arriver. Voilà, donc les bâtiments qui, eux, seront pérennes, donc le pavillon central, les 3 pavillons thématiques, plus évidemment toutes ces zones logistiques et de centres de conférences, etc., sont en cours de construction. On n'a pas encore de pavillon national qui est sorti de terre, pas pour des raisons tout bêtement de délai de construction. Certains pays ont commencé à annoncer leur architecture. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, depuis aujourd'hui une quinzaine de pays, un peu moins d'une quinzaine de pays qui ont annoncé l'architecture de leur pavillon. On ne l'a pas fait, nous, pour une raison très simple, qui est que les pays qui ont pu le faire, c'est ceux qui ont disjoint le choix de l'architecte du choix du constructeur. Nous, le choix qu'on a fait est un peu différent, c'est d'avoir un marché unique de conception-réalisation, dans lequel on associe l'architecture à la construction, ce qui demande un peu plus de temps, évidemment, de mise au point. Ce qui fait que, comme je le disais tout à l'heure,
c'est pour nous plutôt une échéance au mois de janvier prochain. Alors, on est à côté de ce que moi j'appelle le rasoir électrique du pavillon émilien de la mobilité. Donc, pardonnez-moi. Donc, on est au bout de l'aile mobilité. On a ce fameux bâtiment donc, qui va incarner la thématique de la mobilité, et donc entièrement aménagé par les Émirats. Et en face de ça, donc une des entrées de l'expo est de ce côté-là. En face de ça, vous avez un certain nombre de pavillons nationaux, le pavillon de la France étant à peu près cet emplacement-là. Je parle de l'emplacement puisque là on est sur des vues d'architectes qui ont peu de choses à voir avec la réalité. On se situera à peu près dans ce coin-là. Alors, quelques mots un peu de ce qu'on souhaite porter comme projet. Alors, évidemment, vous n'échapperez pas à la citation du président de la République, parce qu'on est quand même dans un pays au régime présidentiel, donc on commence par la bonne parole du président. On cite, comme vous voyez, il cite un certain nombre de sujets, la participation des entreprises françaises, la question du renouvelable, la question des villes intelligentes, les perspectives de développement que tout cela ouvre à l'économie française. Pour beaucoup d'entre vous, j'imagine que ce n'est pas une découverte, puisque ces mots ont été prononcés à l'occasion d'un événement économique franco-émirien particulièrement notable et organisé dans ces lieux, le Forum économique franco-émirien de novembre 2017. Si on rentre un peu dans le détail, au-delà de cette ligne politique, alors peut-être un petit mot pour vous dire comment on est organisé, parce qu'effectivement, c'est un peu l'élément nouveau par rapport aux expos précédentes. Comme je vous le disais, on remonte au début des années 1850 pour organiser des expos universelles. Et c'est vrai que depuis lors, on l'avait fait un peu à la française, c'est-à-dire avec beaucoup de systèmes D, donc avec une organisation qui a varié à peu près à chaque fois. Donc on a testé tous les modes d'organisation possibles et imaginables, les associations, les sociétés, les GIE, on a fait preuve de pas mal de créativité. Là, ce qui a été décidé par l'État l'an dernier, c'était donc d'une part de participer à Expo Dubaï, mais aussi d'en profiter pour disposer d'une structure permanente qui aurait finalement deux grandes fonctions. La première, c'est d'assurer la continuité d'expertise entre chacune des expos. Et là, vous voyez que le rythme, il est à peu près d'une tous les 18 mois à 2 ans. Une fois que Dubaï ferme en avril 2021, on a 6 mois ensuite pour vider le site. Et en même temps, dès janvier 2023, commence l'Expo internationale de Buenos Aires. Et puis ensuite, en mai 2025, c'est mai je crois, commencera l'Expo universelle d'Osaka. Donc on est sur ce rythme entre 18 mois et 2 ans. Donc l'idée, c'est d'avoir cette expertise qui se pérennise. Et notre rôle à la Compagnie française d'exposition, c'est aussi, pour chacune de ces expositions, de porter la structure par projet qui est propre à l'exposition, avec notamment une différence assez nette, qui est que la partie expertise pérenne, elle est financée sur de l'argent public, elle est financée par l'État. En revanche, la partie projet propre à chacune des expos, elle est fondée sur un pilotage et un financement mixte public-privé. Alors, la vision qu'on veut porter, c'est effectivement celle des territoires connectés. Quand j'essaye de le résumer, je dis souvent que au fond, ce qui fait un peu la valeur ajoutée de la vision française, au-delà de sa capacité à traiter de la complexité, c'est de considérer la technologie comme un moyen et pas comme une fin. Et le constat qu'on peut faire, vous avez pu le faire dans la région avec des villes technologiques, y compris à quelques dizaines de kilomètres d'ici, qui n'ont pas forcément été des succès, mais on peut citer beaucoup d'exemples asiatiques, indiens, coréens ou autres, qui ont été dans la même situation, dans laquelle une ville qui est d'abord conçue avec l'argument de la technologie, a souvent un défaut, c'est qu'elle est peu attractive. Et donc, sauf dans les régimes peu démocratiques, on peut obliger les gens à vivre à un endroit, elles ont du mal à attirer des habitants. Et à l'inverse, les modèles plutôt réussis sont ceux dans lesquels on définit un projet urbain, et donc on construit finalement une offre de services urbains qu'on va ensuite mettre en œuvre grâce à la technologie. Et évidemment, il ne s'agit pas de nier le rôle de la technologie, il est essentiel, mais simplement comme capacité à fournir un service et pas comme service en lui-même. Parce que ce qui est attractif, c'est effectivement la capacité à disposer de services, d'emploi, de vie, de distraction, de services publics, etc. Donc ça, c'est le message global qu'on veut porter, c'est de dire, au fond, le modèle de la ville à la française,
c'est le modèle qui est centré sur le citoyen, l'usager, le consommateur, pour lequel on va définir des services dont on pense, ou des usages dont on pense qu'ils vont l'attirer. Et puis évidemment, des usages, on va déduire les services, et ces services, on va les mettre en œuvre grâce à la technologie. Bon, on va bien faire ça dans ce sens-là. Donc voilà, très, très brièvement résumé, le message qu'on va essayer de porter auprès de nos visiteurs, de manière un peu différente, mais je crois que je le dis après, puisqu'on a deux grandes catégories de visiteurs. Dans une expo, je ne l'ai pas dit au début, on a entre 80 et 90% de visiteurs grand public. Et là, on est sur un mode qui n'est pas très, très différent d'un parc d'attractions. Ça tombe bien, on connaît le sujet ici à Dubaï. Et puis, on a 10 à 15% de visiteurs qui, eux, sont plutôt des visiteurs dans l'esprit des expos universelles du XIXe siècle, qui sont des visiteurs professionnels qui viennent chercher l'innovation dans leur secteur d'activité. Donc, il faut traiter les deux types de visiteurs. Alors, un petit mot, là on quitte le concept pour aller vers le design. Le fil rouge de tout ça, le choix esthétique qui nous a guidés pour le choix du pavillon, qui va nous guider pour la scénographie, pour un certain nombre de choses, c'est la thématique de la lumière et des lumières. L'idée étant de dire, on a effectivement les lumières, et au fond, on rejoint le connecter les esprits, parce que c'est, après tout, les philosophes des lumières, leur premier objectif, c'était quand même de connecter les gens entre eux et de connecter leurs esprits. Mais aussi la lumière réalité physique, la lumière matière, la lumière connexion, qui permet effectivement de rendre compte de l'ensemble des sujets qui vont de la déconnexion à grande vitesse jusqu'aux enjeux autour du renouvelable ou du véhicule électrique. Alors, ce qu'on retraduit dans notre logo que vous avez peut-être vu, qui a une grande qualité qui est sa banalité. Moi, je n'hésite pas à le dire parce que je pense que ce qui marque souvent dans un événement, finalement, c'est la simplicité. Alors, voilà, la banalité, c'est le côté négatif. On va essayer d'être positif en parlant de simplicité. On a forcément mis la Tour Eiffel. On s'était dit au début, bien évidemment, pour notre logo, on ne va pas mettre la Tour Eiffel, tout le monde met la Tour Eiffel. Donc on a évidemment fait comme tout le monde. On a mis la Tour Eiffel qui est censée être représentée par le A de France qui rayonne avec des rayons liés à la lumière. Et puis, vous retrouvez le bleu, le blanc, le rouge. Alors dans les explications copieuses que nous ont données les designers de tout ça, il y a effectivement le drapeau, la lumière philosophie, la lumière matière, la lumière connexion. Voilà, vous retrouvez tous les thèmes dont je parlais tout à l'heure. Comme je le disais, deux publics assez différents, y compris en termes de flux. Quand on regarde l'affluence des expositions précédentes, on a une grande chance qui est qu'on est souvent dans le tiercé des pavillons les plus visités. Ça se traduit en termes de chiffres, ça veut dire que selon l'affluence des expos, on va avoir entre 3 et 9 millions de visiteurs, je prends les deux extrêmes. Comme je le disais, on a l'espoir pour Dubaï d'être plutôt dans la moyenne haute. Ça veut dire qu'on va sans doute se retrouver dans une fourchette de 5 à 7 millions de visiteurs qui vont passer par ce pavillon, donc avec évidemment des enjeux logistiques non négligeables pour la partie grand public. D'où l'idée de séparer vraiment les deux espaces, d'avoir des espaces que vous retrouvez, alors qui a priori, mais ça dépendra du choix de l'architecte finalement retenu, seront verticaux, avec une partie grand public en bas, et puis une partie plutôt professionnelle et distractive dans les étages. L'objectif, comme je le disais pour nous, c'est évidemment de demeurer l'un des pavillons les plus visités, qui soit attractif, qui soit visible, de tenir compte d'une durée de visite assez courte. Là, on a même été optimiste parce que quand on regarde, alors ça inclut sans doute le passage par la boutique, mais le parcours de visite scénographié, il est plutôt d'une durée de 10 à 15 minutes. Donc on a peu de temps pour convaincre le spectateur. Autre enjeu, là aussi par rapport aux autres expos, c'est l'amplitude d'ouverture horaire. Comme vous voyez, 10h, 1h en semaine, 10h, 2h le week-end, qui est pour nous un sujet d'organisation et donc de coût, qui est pour le coup intéressant aussi par rapport à la thématique retenue, parce que la thématique de la lumière en plein jour, c'est compliqué à mettre en œuvre. On aura en fait une bonne partie de la durée de l'expo, à peu près autant d'ouverture nocturne que d'ouverture diurne. Et donc c'est aussi un élément qu'on a soumis aux architectes, on va soumettre aussi à notre scénographe, qui est la capacité à mettre en lumière ce pavillon de la meilleure manière possible. Alors, ce plat de spaghettis, c'est donc le parcours du visiteur.
Donc là, vous avez le chemin qui nous sépare du pavillon de la mobilité que je vous montrais tout à l'heure, le fameux rasoir à 3 têtes, donc piétonnier. On a un petit parvis qu'on ne peut pas construire. Donc notre visiteur arrive sur cette partie découverte. Tout ça c'est en extérieur, avec la capacité effectivement d'avoir des espaces d'exposition extérieurs, une file d'attente qui sera animée, un espace pour les jeux d'enfants. On rentre ensuite dans la partie couverte du pavillon, qui comprend plusieurs temps. Un premier temps, donc l'exposition permanente, le fameux parcours de visite de 10 à 15 minutes, qui se trouve ici entre une partie vraiment permanente et une partie qui tournera un petit peu. L'idée étant de dire, là aussi dans le cahier des charges du scénographe, c'est ce qu'on a indiqué, 3 temps de visite dans cette exposition permanente. Un premier temps, alors que expérience créative c'est peut-être un peu ambitieux quand il faut faire circuler 6 ou 7 millions de visiteurs, l'idée en tout cas est que ce soit une expérience marquante, c'est-à-dire qu'on est plongé pendant 1, 2, 3 minutes dans une ambiance et un environnement qui est censé marquer le visiteur. On a ensuite une partie plus didactique sur les thématiques de l'expo. Qu'est-ce que c'est que la mobilité? Qu'est-ce que c'est que la durabilité? Comment est-ce que justement on met en avant pour le grand public cette spécificité du modèle urbain français? Et puis on en termine par la conclusion que j'évoquais tout à l'heure. Une ville attractive, c'est d'abord une ville agréable, et donc ça permet de traiter le thème sur lequel on est attendu, mais comme vous le voyez, le visiteur n'y a le droit qu'à la fin, c'est-à-dire la France, c'est vraiment un pays où on vit bien, mais avant ça, on a quand même pu lui expliquer que ce n'était pas que ça. On a une partie ensuite donc avec une partie média, et puis on sort par les incontournables de toute expo universelle, une partie boutique, une partie gastronomie. Donc ça c'est pour la partie des visiteurs grand public. On a une partie, donc, comme je vous le disais, plutôt professionnelle, qui est destinée à accueillir les événements alors, de nos partenaires entreprises, mais plus largement de tous les acteurs, qui soient entreprises, qui soient institutions, qui soient liés au milieu de la recherche ou de la culture ou autre, qui justement s'adresseront à un public plus restreint. Et ce public plus restreint, il est de nature. C'est d'abord en partie vous, c'est-à-dire le public récurrent, qui sera plutôt un public du soir, qui viendra régulièrement à l'expo. Il y aura on nous en parlait encore cet après-midi, il y aura effectivement des tickets d'entrée à la journée ou pour 3 jours à l'expo, mais aussi des passes mensuelles et pour la durée de l'expo. Et c'est un des paris que font les organisateurs. Ça, c'est le premier public. Puis le deuxième public, j'allais dire plutôt dans la journée, c'est celui qui sera justement celui des événements avec lesquels on va rythmer les 6 semaines de l'expo sur un certain nombre de thématiques différentes. Un rappel un peu du calendrier, comme je vous le disais. Donc on va choisir courant décembre l'architecte et le constructeur de notre pavillon. On va l'annoncer en janvier et février, donc en partie à Paris, en partie ici avec la pose de la première pierre. L'année 2019, elle est consacrée à la construction, plutôt pour le gros œuvre. La partie aménagement intérieur sera plutôt pour le premier semestre 2020. On finalise tout ça pour l'ouverture officieuse du 20 septembre 2020. On a une période de rodage d'1 mois et l'ouverture officielle le 20 octobre 2020 jusqu'au 10 avril 2021. Je ne l'ai pas mentionné ici et ce n'est pas encore officiel, donc je n'irai vous l'avoir dit, mais normalement la journée de la France, qui est le jour qui devrait nous être consacré à l'expo, sera a priori le 29 janvier 2021. Alors quelques mots sur là aussi la façon dont on travaille sur le contenu, parce que comme je vous le disais, tout ça a besoin d'être alimenté sur la façon dont on peut montrer l'innovation, et là encore avec tous ces angles, éducatifs, scientifiques, économiques, et au plus proche du contact des entreprises françaises. Donc on a ce qu'on a pompeusement baptisé un think tank, qui est en fait une série de groupes de travail qui justement, sur l'ensemble des thèmes de l'expo, les 3 sous-thèmes qu'on a vus tout à l'heure, durabilité, opportunité, mobilité, même si on travaille beaucoup sur la mobilité en particulier, commence à travailler. Donc là-dedans, on y retrouve des experts, des scientifiques, des représentants de nos partenaires, d'entreprises françaises en général. On a eu l'occasion d'échanger pas mal avec le FBC sur la capacité aussi à mettre à bord les entreprises françaises présentes ici. L'idée, c'est vraiment d'avoir un vrai contenu et aussi d'avoir des acteurs français qui peuvent porter ce contenu. Je pense que le médium est souvent aussi important que le message, comme on dit, et donc il faut trouver des bons représentants. Et les bons représentants, c'est pas simplement, je pense, voilà, à Shanghai, on était très fiers parce qu'on avait Alain Delon et Sophie Marceau comme parrains du pavillon de la France. C'est sûr que
Ça a beaucoup plu, c'est une bonne chose, mais ça ne peut pas se limiter à ça. Il faut aussi qu'on puisse faire venir des prix Nobel, des chefs d'entreprise charismatiques, des profs d'université qui ont un vrai rayonnement international, des gens qui, de manière générale, peuvent porter l'ensemble de ces messages. C'est l'objet du travail de ce think tank. Voilà, donc sur la partie contribution intellectuelle et sur la partie effectivement promotion de ce que savent faire nos entreprises et au-delà de ça, l'ensemble de l'écosystème. Je pense que pour nous, un des enjeux importants, c'est certes de montrer le produit fini, mais aussi c'est de montrer le process qui aboutit au produit fini. Vous avez peut-être vu que dans cet espace du premier étage qui est réservé à des plus petits comités, on a un espace d'innovation qu'on va essayer de faire vivre durant la durée des 6 mois. On a un certain nombre de partenaires qui sont dans le projet avec lesquels on travaille justement sur la façon de montrer l'innovation en France. Des noms qui vous disent peut-être quelque chose comme Vivatech, comme The Camp, comme l'IDAT, sur des sujets plus sur les questions de réseau. L'idée étant de dire, l'innovation, c'est certes, comme je le disais, c'est certes un résultat, mais c'est la manière d'y arriver. Et là aussi, alors au-delà des exemples qu'on cite toujours comme Station F, on a plein de modes d'innovation en France qui ont une vertu. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les classements internationaux. Pour une fois qu'on n'est pas trop mauvais dans un classement international, il faut sans doute le faire plus savoir. Sur les processus d'innovation, il y a un vrai modèle qui a émergé depuis les 5-6 ans, qui est vraiment spécifique, même s'il commence à rayonner un peu ailleurs, notamment en Europe, mais pas seulement, et qui donne des résultats concrets jusqu'à la phase d'incubation, la phase d'éclosion, le scale-up, etc. Donc il y a un vrai modèle français d'innovation et c'est notre objectif de le montrer également. Voilà, alors voilà, ça c'était notre page People, donc les quelques-uns de nos présidents de groupes de travail du think tank. Comme vous voyez, on essaye de faire porter nos messages par des gens dont les noms disent vaguement quelque chose à l'extérieur de Paris. Toujours dans cette idée de dire ce n'est pas que Sophie Marceau, Alain Delon. Dans le cas de Charles Aznavour, de toute façon c'est un peu tard. Et je pense qu'on a fait le tour. Je n'ai pas regardé l'heure qu'il était. J'espère que je n'ai pas été trop long. Mais je crois qu'on avait dit à peu près 20 heures et on y est presque. C'est bon, j'ai tenu les... Je me tourne vers le maître des horloges, Bernard. C'est bon, j'ai tenu les délais.